Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Gaming, le podcast qui vous fait découvrir l'envers du décor du monde du gaming. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Bernard, qui est chargé de communication au Point d'eau à côté de Strasbourg, et également coordinateur général de l'événement Start2Play. Bonjour Mathieu. Bonjour Marc. Comment ça va ? Bah écoute, ça va. De retour de vacances et prêt pour le festival. Prêt pour le festival qui est dans pas très longtemps ? Dans 20 jours, là on y sera. Ok. Si tu veux bien, pour commencer, on va parler un petit peu de toi, puisque tu as deux postes, comme je l'ai annoncé, un au Point d'eau et un pour le festival Start2Play. Est-ce que tu pourrais nous préciser un petit peu ça ? Alors effectivement, je suis chargé de communication à la salle du Point d'eau à Oswald, qui est juste à côté de Strasbourg, donc une salle de spectacle. Donc là, c'est vraiment mon job à plein temps. Donc je m'occupe de toute la partie communication événementielle de cette salle, de la location aussi. Donc ça, c'est que je reste dans le milieu culturel. D'accord. Et la partie associative, donc via Bitburst, qui est notre association d'événementiel qui existe maintenant depuis plus de 12 ans. Et à qui on organise le festival Start2Play et qui reste un événement associatif et bénévole aussi. Du coup, donc c'est vrai qu'on fait ça encore à côté. D'accord, donc si on veut récapituler un petit peu, au Point d'eau, c'est ton job de jour à plein temps, et Start2Play, c'est une association, c'est du bénévolat. C'est ça, exactement. Ok, cool. Pourquoi tu es bénévole du coup pour le festival Start2Play ? C'est quelque chose que tu as toujours aimé, le gaming, ou comment c'est venu ? Alors c'est vrai que quand on a créé ce festival, c'était aussi une envie et un besoin, je pense, parce que tout simplement dans la région de Strasbourg, il n'y avait pas d'événements jeux vidéo dédiés. Il y avait évidemment un peu culture geek qui mélangeait un peu tout, mais c'est vrai que dédié jeux vidéo, ça manquait un peu. Et on a dit, on se lance. C'est vrai qu'à l'époque, il y a eu des opportunités aussi, c'était le bon moment. C'était en 2014. Donc c'est vrai que ça remonte on va être sur la 9e édition cette année. Et il y avait une envie aussi, une équipe autour de moi qui avait envie de monter un événement autour de ce... Moi j'ai toujours été dans l'événementiel, ça fait maintenant plus de 15 ans que je suis dans l'événementiel divers et variés, entre la musique, des expositions et tout ça. Et donc là le jeu vidéo, forcément on a aussi une partie en soi qui enfuit quand on aime le jeu vidéo. Donc on s'est dit tiens, monter un événement 100% jeu vidéo, ça pourrait être cool. Et effectivement on a lancé ça en 2014. Ok, 2014, ça remonte déjà un petit peu. Mais avant 2014, tu étais déjà joueur toi-même ? Alors moi, effectivement, j'ai eu des coupures. On va dire qu'aujourd'hui, je suis plutôt un joueur rétro gaming. Okay. Voilà, du coup, je suis plus dans ce délire-là. Effectivement, moi, j'ai commencé dans le jeu vidéo avec la NES, la Super NES. Du coup, donc plutôt Nintendo, je l'avoue. Ok. Toujours aujourd'hui ? Toujours aujourd'hui. J'ai la Switch chez moi. Alors c'est que du coup, j'ai toujours été dans le côté multijoueur, jouer entre potes, voilà, les grands classiques du jeu vidéo, quoi, finalement, quoi. Mais c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Et après, voilà, du coup, c'est une question aussi de temps, malheureusement. C'est vrai que par la suite, au niveau du job et tout ça, on n'a plus forcément le temps de jouer et on a une vie de famille aussi, tout ça. Donc, effectivement, ça a un peu réduit, mais il y a toujours un plaisir derrière de pouvoir jouer. Et bon, en plus, là, sur le festival, on se fait plaisir avec d'autres façons, aussi avec des bandes d'arcade, des choses comme ça. Et là, c'est toujours un plaisir de jouer à ça, quoi. Ok. Et en tant qu'organisateur d'événements, tu dirais que ce qui t'attire le plus, c'est le côté événementiel, qui est ton job de jour, ou c'est plutôt la partie gaming qui te motive ? J'ai de la chance avec cet événement-là, c'est de pouvoir allier les deux. Ouais. C'est la partie événementielle qui m'intéresse beaucoup, tout ce qui va autour d'organiser un événement de A à Z, et la partie gaming où là on peut se faire plaisir. Alors quand je me fais plaisir, c'est avec mon équipe aussi, c'est par exemple avec les invités qu'on va faire venir, c'est avec ce qu'on va proposer en jeu, la sélection qu'on fait, et ça c'est là-dessus qu'on prend aussi du plaisir à monter l'événement, parce que c'est aussi des opportunités de rencontrer des personnes, de faire venir du matériel qu'on ne voit pas habituellement, et ouais, c'est ça aussi, c'est une aventure humaine, je pense, le festival aussi, donc ça va dans les deux sens. Ouais, et puis ça prend beaucoup de temps, donc si tu peux allier tes deux passions, c'est toujours mieux pour te pousser tous les jours. Ça, effectivement, c'est rare en plus de pouvoir faire les deux, effectivement, de vivre de sa passion. Alors, effectivement, c'est plus le côté Point d'eau où j'en vis réellement. Mais voilà, du coup, effectivement, Start2Play, c'est le côté pour se faire plaisir aussi au passage et de pouvoir aussi proposer le maximum de choses au public. Parce que, effectivement, c'est aussi ça l'idée du festival, c'est de montrer le maximum de choses autour du jeu vidéo et des choses qu'on ne voit pas habituellement non plus. Donc, c'est aussi ça l'aboutissement de ce festival. Ok. Et alors, comment est-ce que tu es devenu organisateur d'événements gaming spécifiquement ? Est-ce que tu as fait une formation spécifique pour ça ou... Alors non, j'ai beaucoup appris sur le tas. Alors moi, comme je te disais, c'est que ça fait plus de 15 ans que je suis dans l'événementiel associatif. Ouais. Forcément, on apprend beaucoup de choses. Alors moi, je viens du milieu de la communication, du marketing, donc il y a une base qui est là. J'ai toujours aimé ça, et après, à force, on apprend. C'est-à-dire que les premières éditions, on a vu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Chaque année, on évolue. Chaque année, on apprend des choses aussi. Et c'est aussi à force de rencontrer du monde. Parce qu'effectivement, le milieu associatif et événementiel de Strasbourg est petit.
hein. C'est une grande ville, mais en même temps, c'est un milieu qui est assez petit. Tout le monde se connaît. C'est vrai que moi, j'ai bossé sur plusieurs festivals, alors pas forcément gaming, mais il y a le NL Contest, qui est le gros festival des cultures urbaines à Strasbourg. Moi, je suis dessus depuis pratiquement la 2e édition. Donc voilà, Julien, qui organise ce festival-là, je le connais bien, c'est un pote, et on a beaucoup échangé dessus, on discute beaucoup ensemble. Parce qu'effectivement, un festival va avoir les mêmes problématiques de base, on va dire, quoi. Du coup, après, même s'il est spécialisé gaming, les mêmes besoins, les mêmes. À la base est là, qui est à peu près les mêmes. Donc c'est important de pouvoir échanger là-dessus. Et voilà, c'est à force d'apprendre, de voir comment ça marche. Et je pense que c'est comme ça que je suis un peu, on va dire, autodidacte sur cette partie événementielle à ce festival. Ouais. Ok, du coup, ça veut dire que ton premier événement gaming auquel tu as participé / organisé, c'était Start2Play 2014, c'est ça? Alors effectivement, avant, moi, je me baladais en convention. Hein. C'est sûr qu'on a fait les Paris Games Week, des choses comme ça, ouais, pour le plaisir en tant que visiteur. Ouais. Ça donnait aussi envie. Je pense qu'il y a aussi un côté forcément de faire des conventions, se dire ça serait cool de faire ça un jour à Strasbourg, de des pouvoir étoiles monter dans les yeux. Et on se dit tiens, c'est aussi ça qui a poussé un peu la chose, je pense, derrière, effectivement. Alors que c'est vrai qu'en 2014, il n'y avait pas non plus 10 000 événements non plus dans la région, on va dire. Quoi. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui a un peu joué dans l'idée. Et je continue à me balader en convention avec un autre regard qu'avant. Parce qu'effectivement, là, tu as le regard organisateur que le regard visiteur, où tu vas regarder les petits détails. Tiens, ils ont fait ça comment tiens, ils ont prévu ça. Tiens, c'est cool. On prend note aussi, forcément, quoi. On fait un peu un benchmark de ce qui se fait. Ça, On continue d'apprendre. Oui, toujours, je pense. Effectivement, il faut pas se le cacher. Il y a encore plein de choses à apprendre. Et même si l'événement tourne bien, il y a encore plein de choses à faire évoluer, quoi. Et du coup, cette édition 2014, tu te souviens comment elle s'était passée? Ouais, c'était très sport parce qu'en fait c'était une édition, on était au centre socio-culturel du Fossé des 13 à Strasbourg, donc qui est une petite salle de 200 mètres carrés, hein, avec une petite scène. On a rempli de matos, on avait une 50aine de consoles, une grosse gaming zone en gros, avec plusieurs tournois aussi sur le week-end. Et c'était même pas sur le week-end, c'était sur une soirée. On avait fait un 17h minuit, un samedi. Donc, tu dis déplacer tout ce matos-là juste pour quelques heures d'événement, il fallait qu'on teste, on ne voulait pas non plus prendre trop de risques non plus, parce qu'on louait la salle aussi, il y avait des frais aussi autour de cet événement-là, et on s'est fait littéralement exploser, quoi. Je veux dire, c'était noir de monde. Les événements étaient noirs de monde, on a vu le potentiel, on le savait. C'est-à-dire que quand on a monté cet événement, on savait qu'il y avait un besoin, une envie et une demande, et ça n'a pas loupé, quoi, effectivement. Donc on était au mois de novembre avant. C'était toujours au mois de novembre. Sur la période hivernale. C'est ça, on était plus sur la période hivernale. Et la deuxième édition, on l'a fait en 2015, on l'a passé sur 2 jours, le samedi-dimanche. Donc la même chose, on a eu du monde, mais sauf que c'est un week-end qui a été très 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 compliqué. Alors je vais rappeler les mauvais souvenirs pour certaines personnes ou pour tout le monde. C'était l'année des premiers attentats à Paris. Et c'est le même jour où il y a le TGV qui a déraillé près de Strasbourg. Donc c'était un week-end très 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 compliqué. Mais malgré ça, le public était quand même au rendez-vous, alors pas autant que prévu. Mais les gens étaient contents de pouvoir qu'on fasse quand même l'événement. Je pense qu'ils avaient besoin de penser à autre chose. Hein, donc, mais c'est vrai que c'était particulier. Toi, en tant qu'organisateur d'événements, tu apprends, c'est arrivé le vendredi soir, ces attentats. Du coup, qu'est-ce que tu fais au niveau de la sécurité de ton public? Est-ce que tu dois renforcer ta sécurité? Est-ce que tu ouvres quand même? Est-ce que tu ouvres pas? C'est des questions qui viennent sur le coup et tu sais pas trop quoi faire. Hein, du coup, donc là, c'est des coups de fil dans tous les sens, c'est des mails dans tous les sens. Et bon, on a quand même ouvert et c'est très bien passé, quoi. Entre ça et puis plus récemment la période Covid, en fait, organisateur d'événements, c'est sportif et il faut pouvoir s'adapter à l'actualité. Alors c'est vrai que du coup, c'est vrai qu'on a eu cette période de Covid, on a dû s'adapter pas mal. Alors c'est vrai que l'événementiel, c'est ça. C'est s'adapter. Alors t'as beau tout prévoir en amont, il y aura forcément des choses qui vont se passer en live. Donc plus t'anticipes, mieux c'est. Nous, on a la chance de monter en événement en intérieur, parce que quand tu es en extérieur, c'est encore la météo qui est encore pire à anticiper. Mais voilà, du coup, effectivement, il y a toujours des choses, des petites surprises qui arrivent, plus ou moins grosses, mais effectivement, une histoire de ce qu'on a pu voir, Covid ou attentat ou autre comme ça, là, du coup, tu peux rien faire. Il faut juste du coup, réagir rapidement et s'adapter au plus vite, quoi, du coup. Ouais, bien sûr. Et suite à cette première édition que tu as fait en 2014, tu as vu le succès, en tout cas, le public qui était au rendez-vous. Pour toi, c'était certain qu'il allait avoir une 2e, 3e, 4e édition. Est-ce que tu pensais que Start2Play en serait là où il en est aujourd'hui? Alors, je pense
9e édition, je ne voyais pas aussi loin encore à l'époque, mais j'ai senti tout de suite effectivement qu'il y avait un potentiel. On a tout de suite, comme je disais, la 2e édition, on l'a fait sur 2 jours, et la 3e édition, on a dû changer de salle en fait. Du coup, on est monté. Bon, là, en plus, la ville de Strasbourg est devenue partenaire d'événements, donc on a une salle un peu plus grande, salle de la Bourse à Strasbourg. Donc là, ça fait une belle évolution aussi au niveau de la dimension de la salle. Mais même chose, cette salle en 2 ans, elle est devenue trop petite aussi. Donc on voit que chaque année, les lieux étaient trop petits, donc on a dû évoluer, grandir. Alors effectivement, la problématique de Strasbourg, c'est les salles. C'est une problématique qui est récurrente et connue. Et c'est vrai qu'après, au-delà de ces salles-là, ça commence à compliquer de trouver des salles accessibles au niveau tarif et au niveau disponibilité, tout simplement, sans sortir de trop de Strasbourg. Ouais, parce qu'il faut pouvoir conjuguer aussi avec les autres événements, forcément. Parce qu'il n'y a pas que Start2Play, il y en a d'autres qui s'organisent. C'est ça, il n'y a pas 10 000 salles à Strasbourg et il y a beaucoup d'événements. Donc il y a beaucoup d'associations. Alors tant mieux, on a une ville hyper culturelle, il se passe plein de choses, mais des fois même trop. Sur un même week-end, il y aura plusieurs événements. Et effectivement, les lieux, au bout d'un moment, il faut les bloquer 1 an à l'avance. Donc c'est hyper anticipé. Donc limite, tu bloques ta salle avant que tu aies fait ton édition qui arrive. C'est un peu... Ouais, c'est un petit coup de pression aussi. Donc là, tu as déjà réservé pour l'année prochaine quasiment. Il y a des sortes d'options, ouais. Effectivement, il y a des options. Après, c'est que du coup, en plus, maintenant, depuis 2016, l'événement, on l'a positionné sur le dernier week-end de août. Donc aussi, on sait que ce dernier week-end de août, c'est Start2Play. Donc effectivement, c'est aussi une sorte d'option qui est positionnée plus ou moins en fait, dans les salles. En fait. C'est ta notoriété et puis le succès des éditions précédentes qui te permettent de faire ça. C'est ça, du coup. Mais bon, moi, je ne suis pas, j'ai pas encore je suis pas encore arrivé au moment où le dimanche soir, on annonce déjà les dates de la suivante, parce que du coup, effectivement, je préfère toujours tirer un bilan aussi de l'édition, même si on pense qu'elle s'est bien passée. Il faut toujours tirer un bilan pour pouvoir annoncer la suite derrière. Mais oui, bien sûr. En plus là, on va s'approcher de la 10e édition, donc ça va être aussi édition anniversaire du coup, effectivement. Donc c'est aussi, et bon, se dire que même là 9 ans, mais 10 ans, c'est énorme pour un festival associatif d'être là, d'être encore présent, malgré tout ce qui s'est passé, comme tu disais aussi, et toutes les difficultés qu'on peut avoir quand on organise un événement. Ok. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui souhaiteraient organiser des événements à plus ou moins grande échelle. Si tu reviens un petit peu sur ta première édition, comment est-ce que tu as fait pour convaincre tes premiers participants, peut-être tes premiers sponsors? Je ne sais pas s'il y avait déjà des sponsors sur la première édition. Comment tu fais quand c'est le premier événement et la première édition? Oui, tu vends un peu d'une page blanche qui n'existe pas. Alors c'est vrai que moi je débarquais pas de nulle part non plus. C'est vrai que comme je suis dans l'événementiel, ce réseau-là je l'avais. On a déjà montré d'autres événements qu'on a fait hors gaming qui ont très bien marché. Donc effectivement, ça a aussi aidé là-dessus d'avoir un peu un CV qui suit derrière d'événements autres et qui du coup... Mais je pense que oui, moi c'est ma vision des choses. Si je monte un événement, j'ai envie de le faire... c'est pas parce qu'on est une assoce qu'on va faire du bricolage ou alors forcément il y a des choses qu'on va toujours bricoler, mais si on peut tout de suite le montrer le côté on sait faire, on maîtrise, et je pense que c'est important aussi cette partie-là, quoi. Du coup après forcément comme tu disais avant, on va toujours apprendre, mais ça permet au moins d'avoir le soutien de la ville ou et la ville effectivement, tu vois, elle est venue que de 3e édition. Les 2 premières éditions, ils nous ont soutenus un peu avec du matériel et tout ça, un peu de com. Mais financièrement parlant, elle est venue avec la 3e édition quand on a commencé à avoir des chiffres qui commençaient un peu à parler et que du coup, tu dis, ok, on a la 3e édition, c'est que c'est un truc qui commence à tourner, qui commence à être en place, où il y a un réel potentiel en fait. Ouais. Ok. Aujourd'hui, tu es coordinateur général du coup de l'événement Start2Play. Juste rapidement, est-ce que tu peux nous présenter cette nouvelle édition qui va avoir lieu pour que les auditeurs sachent de quoi on parle? Et puis après, on reviendra un peu en détail dessus. Du coup, Start2Play, c'est le festival jeux vidéo e-sport de Strasbourg, donc 9e édition. On sera au CCI Campus Avenue Colmar à Strasbourg, donc un gros campus universitaire avec une belle place, un auditorium et tout ça. Et là, on va retrouver un peu l'ADN du festival, qui est du coup une gaming zone géante, comme on dit, où on va retrouver une belle salle d'arcade. Donc là, on a vraiment des belles bornes d'arcade originales dédiées qui viennent de collectionneurs de la région. Tout pour te rendre heureux, du coup, ouais, toi qui es là, c'est clair. En plus, les salles d'arcade, on n'en a plus du tout. Donc là, c'est vrai que c'est assez rare de trouver ça. Cette sélection, on est un peu pratiquement sur une 20aine de bornes d'arcade. C'est vrai que c'est assez rare d'en retrouver autant sur un festival. On a une partie jeux indépendants, on a une partie zones PC, jeux de console, un village exposant. On a des animations un peu différentes, variées. On a une grosse scène avec des animations avec nos invités. On a plusieurs tournois e-sport aussi sur l'événement. Donc c'est vraiment toute la culture jeux vidéo, gaming qu'on retrouve sur un week-end. Ok. Donc c'est vraiment, ça parle à tout le monde, quoi. C'est pas un public ciblé en particulier, juste de l'e-sport, juste des tournois. Non, il y a un peu de tout, quoi.
Ça, c'est familial. C'est ça. C'est l'esprit de Start-to-Play. C'est ce qu'on a toujours essayé d'avoir, en fait. Parce qu'il faut dire que la partie e-sport a intégré le festival à partir de 2016-2017, pas avant. Okay. Parce qu'effectivement, bon, c'était encore par rapport aux dimensions de salle, on ne pouvait pas se le permettre. Et on a ramené ça en compte-gouttes petit à petit pour pas non plus prendre le dessus sur l'e-sport. Parce que du coup, effectivement, le but, c'est quand même que ce festival parle à tout le monde. Jeux vidéo, que ce soit du rétro gaming, que ce soit les gens qui aiment le e-sport, qui aiment des invités ou les différents jeux aussi. On essaie de présenter le maximum de jeux aussi divers et variés parce qu'effectivement il y a des différents univers à présenter et tout le monde s'y retrouve. Effectivement, tu viens en famille, entre potes, t'as quoi jouer, t'as quoi faire parce qu'effectivement certains événements, des fois malheureusement il n'y a pas grand chose à faire à part regarder. Et nous, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir aussi jouer. Quand tu as un événement jeu vidéo, il faut que tu puisses tâter de la manette ou du clavier, quoi, du coup. Et tu puisses participer un petit peu, quoi. Pas pas un être petit peu, uniquement visiteur. Ça, c'est important pour nous aussi, effectivement, de cette partie hyper participative. Quoi. Ok. Comment tu as réussi à faire grandir Start-to-Play entre 2014 et aujourd'hui 2022, cette 9e édition ça a pris de l'ampleur, ça a pris une dimension tout autre. Comment est-ce que toi, Mathieu, tu as réussi à faire ça ? J'ai réussi à m'entourer. Parce que c'est que il faut dire ce qui est, on est en amont, j'organise beaucoup de choses tout seul, mais c'est que j'ai quand même une équipe qui m'entoure. Vous êtes combien aujourd'hui sur un événement comme ça ? Alors c'est là où j'en viens, effectivement, c'est aussi qu'un événement de ce type-là, c'est grâce aux bénévoles qu'on peut monter un événement de cette ampleur-là. C'est tout festival, tout événement. S'il n'y a pas de bénévoles, je pense que l'événement ne se fait pas tout simplement. Donc okay. Ça, c'est aussi important et je les remercie parce que c'est grâce à eux aussi qu'on peut monter un événement de cette ampleur avec autant de monde, avec autant de matériel à bouger. Et c'est vrai que c'est pas forcément des fois le plus marrant à faire, mais c'est vrai que du coup, c'est important cette partie bénévole. Et bon, du coup, on sera un Start-to-Play comme on en a maintenant, c'est entre 30 et 40 bénévoles sur le week-end. Et en amont, on a notre petite équipe, on est entre 3 et 4 personnes à gérer l'événement en amont pour tout préparer, quoi. Ok. Si quelqu'un nous écoute aujourd'hui et qu'il a envie, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui veulent participer à des événements gaming, comment est-ce qu'on devient des bénévoles sur, par exemple, Start-to-Play ? Du coup, on fait des appels à bénévoles, effectivement. Alors, on fait des appels où il y a des gens qui nous contactent en direct en disant tiens, est-ce que vous cherchez des bénévoles ? Moi, ça m'intéresse. Et moi, je pense que je pousse les gens à être bénévoles. Alors, moi, c'est que, comme on dit que je viens un peu du milieu événementiel, c'est qu'aussi, au début, j'étais bénévole sur plein d'événements. C'est comme ça que tu te fais aussi ton réseau. C'est comme ça que tu vois aussi tu découvres comment s'organise un festival un peu de l'intérieur. Mmh. Et je pense que c'est aussi là j'ai rencontré plein de monde en termes bénévoles et c'est que souvent je le pousse les gens à dire soyez bénévoles parce que c'est quand même une expérience super intéressante, c'est une expérience humaine et en plus moi là on commence à avoir un staff de bénévoles où les 3/4 c'est des gens qui reviennent chaque année. Ok. C'est un peu une sorte de famille qui s'est montée où ils se retrouvent, on se voit presque une fois par an et c'est le festival du coup et il y a des bénévoles qui sont inscrits d'origine quand j'ai même pas besoin de faire l'appel, ils disent de toute façon tu peux compter sur moi ce week-end, je serai là donc ils bloquent déjà leurs vacances et tout ça par rapport à ça. Donc ça c'est aussi important de sentir qu'effectivement il y a aussi un crew qui est autour de nous et ouais bon, c'est vrai que du coup c'est souvent comme ça que ça se passe, hein. Il y a une partie qui est déjà là et une autre partie qui vient se proposer ou qui répond aux appels à bénévoles, quoi. D'accord. Concrètement, un bénévole sur Start-to-Play, il fait quoi ? Alors, il y a plusieurs missions. Ça dépend ce qui... Bon, effectivement, on a toute la partie entrée, caisse, accueil, la partie bar. Il y a la partie surtout montage. Des montages, montage, installation. Il y a pas mal de matos à bouger, à préparer. Même chose pour le démontage. Et sur le week-end, après, on va être sur des postes variés. Gestion de scène, gestion des invités, gestion du VIP, gestion des gaming zones. C'est un peu tous ces genres de missions qu'on va essayer de les faire tourner un petit peu aussi pour qu'ils puissent être sur différents postes sur le week-end. Ça veut dire que tu vas avoir besoin de compétences particulières pour pouvoir être bénévole sur Start-to-Play ou pas ? Pas forcément. Après, il y en a qui sont plus à l'aise sur certains postes. Je sais que il y en a qui vont dire je préfère faire du bar, je préfère être à l'accueil. Après, c'est qu'on essaie de placer aussi des gens de confiance. Parce que quand on commence à toucher un peu d'argent aussi, c'est aussi important. Bien sûr. Sur des gens à l'aise là-dessus, qui manipulent l'argent d'une façon plutôt claire et honnête. Et après, effectivement, ça va être, on va essayer de les faire bouger un petit peu comme ça. Il n'y a pas forcément besoin de compétences. Moi, ce qui est important pour moi, c'est de se sentir bien, à l'aise, d'être accueillant avec les gens, de sourire. Je pense que le gaming, c'est quand même du partage aussi, donc c'est le côté fédérateur. Donc je dis aux bénévoles,
Ne soyez pas droit, bloqué et ne pas bouger. Allez voir les gens, discuter, échanger. C'est important, c'est ça qui fait c'est aussi ça qui fait l'ambiance, quoi, du coup. Et pour eux, ça sera encore mieux, quoi. Et vous recherchez toujours des bénévoles pour cette année ou vous êtes full? On en recherche toujours. C'est jamais de trop. Parce qu'effectivement, en plus, certains bénévoles ne font que par un jour, ils vont faire que le samedi ou que le dimanche, pour leur disponibilité. On n'est pas obligé de faire tout l'événement, on peut faire une période. Non, il y en a qui nous aident que sur le montage et qui veulent profiter du week-end. Ça me va. C'est pas un souci, ça reste bénévole, effectivement, donc ils peuvent adapter à leur planning tant qu'ils nous préviennent en amont. Et après, effectivement, on est toujours à la recherche de bénévoles, parce que plus on est, mieux c'est. Comme ça, on peut faire tourner les effectifs, on peut faire des bonnes pauses aussi, et tout ça, quoi. Ok. Si tu regardes un petit peu en arrière et tu devais choisir une édition de Start to Play dont tu serais le plus fier ou qui te revient en mémoire de façon plus intense, ce serait laquelle? Elles ont toutes été marquantes d'une façon ou d'une autre, mais celle qui a été un tournant, je pense, du festival, c'est le 2018. 2018 ? Pourquoi 2018 ? Parce que comme je disais, on était 2 ans à la salle de la Bourse, qui était tout de suite trop petite. C'est là où on est arrivé sur le CCI Campus. Ok. Donc beaucoup plus de surface, meilleur accueil du public, et c'est une année où on avait pas mal d'invités aussi, qui était assez intéressant. C'était un tournant pour le festival. On a senti tout de suite une ampleur que ça a pris, en fait, d'un coup, entre 2017 et 2018. Vous étiez passé de quelle surface à quelle surface ? C'est combien de mètres carrés ? C'est entre 500 et 600 mètres carrés la salle de la Bourse, sans pièces à côté ni rien, c'est vraiment un cube. D'accord. Et là, c'est plus de 1000 mètres carrés avec un auditorium de 300 places et plein d'autres salles à côté, et un confort d'accueil pour l'équipe, pour tout le monde. Donc c'est clair que on sentait qu'on avait fait un level up du coup là-dessus, c'est clair. Du coup. Et après 2021, c'était une édition aussi assez particulière pour nous, parce qu'on a pu évoluer dans un nouveau lieu aussi. Au Palais des Congrès à Strasbourg, dans le cadre de la foire européenne. Donc là, c'était un lieu de 3000 m², donc là on a presque triplé la surface, donc c'est hyper intéressant. Sûrement avec des contraintes différentes aussi. Avec beaucoup de contraintes. En plus, on était encore sous le Covid, effectivement. Mais ce qui est intéressant là, c'est qu'on a pu monter une super belle scène. On a eu des invités hyper intéressants aussi. Et là, c'était une belle édition aussi, mais qui n'était pas forcément. Le bilan n'était pas forcément positif derrière. C'est pour ça que cette année, on revient au CCI Campus, qui est un lieu qu'on maîtrise mieux et financièrement parlant aussi. Parce que c'est vrai que comme on reste associatif, on a un budget qui est là, qui est existant, et qu'on jongle avec des chiffres. Et en plus, voilà, quand on parle d'associatif bénévole, on jongle quand même des chiffres qui sont des grosses sommes. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi avec, parce qu'on reste associatif, donc on ne peut pas se permettre de perdre de l'argent. Ouais, et puis vous jouez aussi la réputation de l'événement. Et voilà, c'est ça aussi. Donc c'est un tout qui fait que on a des partenaires aussi qui nous suivent financièrement, et on ne peut pas faire n'importe quoi avec. Donc je pense que c'est important de pouvoir plutôt recentrer l'événement dans un lieu qu'on maîtrise, et on a encore plein de choses à faire là-bas. Si tu veux bien, on peut parler un peu de toi en détail et de ton rôle de coordinateur général de cet événement. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi ton quotidien ? Le quotidien, c'est en ce moment. Voilà, c'est ça. Déjà, tu fais pas toute l'année. Alors, c'est à partir de quand que tu fais ça ? On va dire que Start to Play, c'est un bon 6-8 mois de préparation. Alors c'est sûr que quand on sort l'édition fin août, début septembre, on pense déjà à la prochaine, ça c'est sûr, même avant. Donc là, comme je disais, bloquer la salle déjà de premier, commencer à revoir nos partenaires aussi. Là, c'est petit à petit, ça se fait petit à petit. Mais on va dire qu'on a vraiment 6 mois où là, il y a quand même pas mal de boulot intense à faire. Donc moi, j'ai de la chance de pouvoir allier avec mon travail que j'ai actuellement au Point d'eau, comme ça reste dans le même cadre et le même. Et je pense que les deux postes se profitent à l'un à l'autre, du coup. Donc c'est aussi des contacts, des réseaux qu'on se fait. Et là, en ce moment, si on prend sa période en ce moment, c'est des coups de fil, c'est des réunions encore, c'est des mails, c'est de tout anticiper, tout ne rien oublier. Que ce soit du petit lot de partenaires, la petite coupe pour le tournoi, jusqu'à la partie bar, les billets, tout ce qui va pour un événement. Là, déjà, tout ce qui est exposant, tout est déjà calé. Toute la partie technique aussi, j'ai un gros prestataire technique qui nous suit là-dessus pour la partie électrique. Parce que c'est vrai qu'un festival de jeux vidéo, le plus gros morceau au niveau technique, c'est l'alimentation électrique. Parce que
tout le monde utilise l'électricité. Forcément, ouais. Avoir une bonne connexion Internet. Alors, heureusement, on a un bon partenaire qui nous suit là-dessus aussi. La hantise de tous les ouais, joueurs des événements. et événements. C'est électrique et Internet. Et là, c'est que là-dessus, nous, on a deux prestataires, que ce soit Standby qui est notre prestataire technique ou Orange qui est notre prestataire du coup réseau. Ça marche super bien depuis des années, on est content. Alors c'est vrai que nous, on ne se fait pas de LAN. Ok. Ça, c'est que comme sur beaucoup d'événements, on voit des LAN. Ouais. Nous, c'est pas l'optique du festival, comme vous disiez, c'est l'événement de gaming et e-sport qui englobe tout. Ok. Quelle est, pour l'organisation de cette édition, la chose la plus compliquée à gérer aujourd'hui pour toi? Le temps. Ça, c'est clair qu'il faut jongler en fait avec le temps. Donc effectivement, il y a des soirs, il y a des jours où je dors pas la nuit, où je n'arrive pas à dormir, je me mets sur l'ordinateur, je fais quelques trucs encore. Alors, ce qui est important, c'est on va dire plutôt de bien gérer son temps. Et voilà, de ne pas se faire trop bouffer par le truc, sinon on fait que ça. Il faut des coupures un peu aussi, ça, c'est important, je pense. Sinon, psychologiquement, c'est du stress aussi beaucoup. Non, le plus dur à gérer aujourd'hui, alors l'avantage, comme on dit, à la 9e édition, c'est que c'est un événement qui commence à être rodé aussi. Donc il y a une base qui est existante, qu'on renouvelle chaque année. Moi, la partie la plus dure, on va dire, c'est le jonglage avec les chiffres, effectivement. Parce qu'on parle quand même des grosses sommes, il y a quand même des gros enjeux financiers là-dessus. On ne peut pas se permettre de se planter. Pour le moment, l'événement est viable sans problème, on s'y retrouve à chaque fois, mais effectivement, tu te dis... t'es pas à l'abri d'une mauvaise surprise, des choses comme ça. Donc, c'est cette partie financière qui est quand même... qui est pas rien. Je veux dire, c'est quand même une petite pression qu'il y a derrière. Ça, c'est toi qui la gères intégralement, cette partie financière? Avec l'équipe, du coup, effectivement, j'ai mon équipe de l'association avec qui on fait gaffe à tout ça. On tient les budgets, on a tout ça qu'il faut là-dessus. Donc, on a notre président qui suit bien l'association, qui suit bien tous ces comptes-là. Mais effectivement, du coup... ça va très vite, donc je pense que c'est cette partie-là qu'il faut bien maîtriser, qu'il faut bien gérer, parce qu'effectivement, le reste, pour le moment, on est plutôt... j'ai pas trop de difficultés sur les autres choses. Après, bon, c'est toujours une négociation de partenaires privés, subventions. Les subventions, c'est pas forcément le plus marrant, le plus facile à faire non plus. Mais bon, pour le moment, on est bien soutenu, donc on est plutôt content et ça tombe plutôt bien de ce côté-là. Ok, comment tu arrives à faire pour convaincre de nouveaux exposants à rejoindre l'aventure Start to Play? Alors, soit c'est du bouche à oreille, il y a des exposants qui viennent nous voir directement en disant bah tiens, ou ils nous envoient un petit mail parce qu'ils ont connu la convention, ils en ont entendu parler, donc ils nous envoient des mails directement quand on annonce l'ouverture du village exposant. Et il y en a d'autres qu'on va chercher, tout simplement. Si ça nous intéresse, on voit du sens. Moi, j'essaie d'avoir un village exposant aussi intéressant pour le public. Pas avoir des doublons, avoir trop la même chose, avoir 4 boutiques qui vendent la même chose, ça n'a aucun intérêt pour nous. Il faut une cohérence. Donc, il faut un côté qualitatif et une cohérence, effectivement. Donc, on essaie de faire une belle sélection pour que le public s'y retrouve aussi. Et que les exposants aussi s'y retrouvent. Comme ça, il n'y a pas non plus de trop de concurrence. Et pour la taille de l'événement qu'on a aujourd'hui. Le jour où on sera sur 10 000 m², ce sera autre chose peut-être. C'est l'objectif? Oui. Alors l'objectif, non, pas forcément. 10 000 m², c'est énorme, par exemple. Mais c'est vrai que un des premiers objectifs qu'on avait un peu visé, c'était le test du PMC qu'on a fait l'année dernière, qui est de 3 000 m², qui je pense une taille d'événement qui est intéressante, qui est grand sans être trop grand non plus, qui est maîtrisable. Maintenant, pour le moment, à Strasbourg, c'est difficile de le faire, parce que c'est vrai que le parc expo est géré par une société privée, donc c'est un peu des fois des complications, là c'est de la grosse négociation, on va dire. Et donc l'objectif, c'est de grandir, mais sans partir dans les choses qu'on ne maîtrise plus. Moi, ça me sert à rien d'avoir 5000 m², que la moitié ne soit pas remplie, ou qu'on fasse du remplissage pour du remplissage. C'est vrai que des fois, sur certains événements, c'est ce qu'on voit. Ils font du remplissage pour du remplissage, parce que ils prennent plein d'exposants un peu de tout venant, ils mélangent tout et il n'y a plus de sens. Je pense qu'il faut quand même garder un fil rouge sur l'événement et je pense que je préfère avoir un événement plus petit mais qualitatif qu'avoir un grand truc où ça ne veut plus rien dire, quoi. Est-ce qu'il y a un seuil à partir duquel tu te dis là je ne pourrais plus continuer à faire ça de façon partielle, je serai obligé de me mettre à plein temps dessus, ça sera plus possible de le gérer autrement? Tu as déjà pensé un peu à ça? Oui, c'est des questions qu'on se pose forcément quand un événement évolue de cette façon-là, 9e édition, on se dit où on va, pourquoi on fait cet événement-là, dans quel sens, quel est le but aussi. Du coup, on le voit aussi, d'autres structures, d'autres associations qui organisent des festivals, ils commencent à avoir des permanents dans l'association, soit en mi-temps ou en plein temps.
Et du coup, c'est vrai que des fois, on se pose la question si on évolue. Et je pense que c'est ce qui va arriver un jour si l'événement évolue encore plus. Il prendra plus d'ampleur et là à un moment on se posera la question de dire là qu'est-ce qu'on fait quoi, je veux dire est-ce qu'on continue à évoluer, mais là il faut trouver un financement de poste parce que le problème d'un poste c'est bien beau mais il faut pouvoir le financer aussi. Et souvent ce qui peut planter une association c'est les charges fixes. Nous l'avantage on a peu de charges fixes, comme on n'a pas de bureau, on n'a pas de salariés. Et du coup, ça, si tu te mets ça dans les pattes, il faut que tu sois sûr de ton coup derrière aussi. Il faut être solide pour pouvoir payer toute l'année. C'est ça, c'est ça. Parce que c'est bien beau de voir le faire, mais derrière, il faut être sûr de ton coup aussi. Donc pour ça, il y a un tournant. C'est sûr qu'on professionnalise l'association de différentes façons. Et après, effectivement, l'étape d'avoir une personne qui soit employée là-dessus, c'est vrai que c'est une autre étape. Je sais qu'il y a des associations qui l'ont fait, qui se sont plantées derrière. D'autres associations qui l'ont fait et qui marchent très bien depuis des années. Donc il faut vraiment prendre le temps, il ne faut pas se mettre trop la pression. Moi, j'ai jamais voulu aller trop vite non plus. Je veux dire, parce que l'avantage aussi à côté, moi j'ai un job, j'ai de quoi vivre sans problème. Mais effectivement, il y a un côté aussi à un moment, tu te dis quel sera le tournant. Et même chose, on va réussir à la 10e édition l'année prochaine. 10 ans, c'est beaucoup. Tu te dis, voilà, on en est aujourd'hui, il faudra faire un centre de bilan et dire quelle est la suite quoi, du coup, du festival. Forcément. Est-ce qu'on reste sur ça ou est-ce qu'il évolue d'une autre façon? Est-ce qu'on rajoute des choses, comme un nouveau lieu ou pas? Ça va dépendre de beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a sûrement des nouveaux partenaires qui vont peut-être rentrer aussi dans le jeu? Et voilà, donc chaque année, il y a un renouvellement là-dessus et forcément, il y a des questions qui se posent aussi à chaque fois, quoi. Ouais, bien sûr. Et toi, personnellement, comment tu fais pour rester à la page, pour rester au goût du jour, pour continuer à t'améliorer sur ce que tu proposes dans tes événements, sur l'organisation? Tu vas voir un petit peu ce qui se fait ailleurs ou comment tu fais? Oui, ce que je disais effectivement, c'est que je me bats toujours en convention parce que déjà, personnellement, ça m'intéresse. Et en même temps, ça me permet aussi de voir un peu ce qui se fait chez les autres. Et bon, on fait vice versa. Hein. Je sais on s'invite même entre conventions. On se connaît maintenant, en tout cas dans la région Grand Est. On se connaît un peu tous, donc on s'invite aussi, pour une question aussi de relationnel, mais aussi du coup de pouvoir voir ce qui fait quoi, comment, et même des fois là maintenant sur certaines conventions, on est en contact même en amont pour éviter de se booker les mêmes invités. Ouais. Parce que ça aussi c'est une problématique, c'est quand tu bosses sur tes invités, tu sais pas si l'autre va se positionner dessus ou pas. Donc pour éviter de faire des doublons ou dire tiens t'as le même invité à 3 mois d'intervalle, c'est dommage. On se tient au courant un petit peu sur les pistes qu'on a, pour éviter qu'effectivement on travaille sur les mêmes personnes, quoi, du coup. Donc, est-ce que vous êtes, du coup, tu dirais, un petit peu en concurrence avec les autres événements ou pas du tout? Moi, je me vois pas en concurrence avec les autres événements, parce que dans la région, il n'y a pas d'autres événements équivalents à Start to Play. Les événements geek, hein, voilà, on a plusieurs événements autour de la culture Jap, culture geek, qui sont sur Strasbourg, Mulhouse, et donc, mais c'est pas des concurrents, parce qu'eux sont beaucoup plus larges que nous. Nous, on est quand même que ciblés jeux vidéo, avec ce qui englobe un peu autour aussi, effectivement. On va s'ouvrir peut-être à d'autres choses aussi par la suite. C'est vrai que cette année, on va s'ouvrir un peu au cosplay aussi. C'est cool. Bon, cosplay, on a toujours eu des cosplayers qui sont venus sur l'événement, mais on n'a jamais fait il n'y avait pas de vestiaire, il n'y a pas de défilé ou de concours. Ils venaient pour le plaisir, pour les photos et tout ça. Mais là, cette année, effectivement, on a accueilli une nouvelle association qui s'est montée à Strasbourg qui s'appelle Iconic. Une nouvelle association de cosplayers, et du coup effectivement on les a invités le dimanche pour un défilé et ils seront présents sur l'événement pour rencontrer un peu les gens, discuter et tout ça du milieu cosplayer. Donc c'est quelque chose qui nous intéresse aussi parce que ça fait partie du milieu. Bien sûr. Et de plus en plus. De plus en plus. Et les cosplayers jouent tous aux jeux vidéo de toute façon aussi. Donc voilà. C'est un bon compromis et je pense on s'ouvre à des petites nouveautés comme ça par-ci par-là de temps en temps aussi. Mais voilà, c'est un peu ça le jeu, quoi, du coup. Et donc, effectivement, il faut être à l'affût de ce qui se fait un peu chez les autres aussi pour voir un peu. C'est vrai que le gros enjeu, c'est souvent les invités. C'est qu'aujourd'hui, un festival de type gaming, c'est que les gens viennent beaucoup pour les invités. D'accord. T'auras beau annoncer des milliers de mètres carrés de gaming zone, de zone de jeu, mais ils viennent aussi pour les invités. Les gens viennent voir les invités. Ouais, ça on l'a vu. Hein, l'année dernière, on avait Bob Lennon et Benzaï, on a eu Marcus déjà. Il y a une bonne partie du public qui vient pour ces invités là, du coup. Donc effectivement, il y a un challenge aussi là-dessus. Et là, c'est de trouver le bon invité. Ils viennent pour quoi? Ils viennent pour les voir? Ils viennent pour les rencontrer? Pour parler avec eux? Ils viennent pour quoi? C'est ça, c'est souvent les gens qui suivent ces personnes-là sur YouTube, sur différentes plateformes ou depuis des années sur la télé. Du coup, ils viennent le rencontrer, prendre la photo, discuter un peu. En plus, avec l'événement de notre taille, reste encore à taille humaine.
Donc c'est que les invités sont hyper accessibles. Ouais. C'est pas comme la Paris Games Week où le gars il va rentrer sur scène, il va ressortir et tout de suite en backstage, tu le vois pas quoi. Voilà, nous ils se prennent le temps, ils se baladent, ils vont voir les exposants et tout ça, ils se prennent le temps. Et c'est que du coup, là on a Kayane cette année qui vient, il y a Frigiel, on sait qu'il y a une commu qui suit derrière, qui vient voir ces personnes-là. Donc et là c'est toujours le challenge chaque année de trouver les bons invités, pour être sûr que ce soit encore, qu'ils soient encore dans le move et qui intéressent du public et avoir une bonne sélection. Donc c'est vrai que et à des prix raisonnables, parce que faut dire ce qu'il y a, des fois les invités sont pas donnés. Ok, il y a une économie budget parallèle. Aussi, du coup, effectivement, c'est vrai que beaucoup d'invités vivent de ça, ou vivent à côté de ça. Et du coup, forcément, il y a un cachet, il y a du défraiement, hôtel, transport, tout ce qui va avec. Donc c'est un certain coût. Et il faut bien calculer son coût parce que si tu dis, ça c'est un budget pour ça. Ça fait partie du budget dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, c'est ça, il faut jongler là-dessus et trouver les bons invités pour effectivement être sûr que ce soit quand tu vas l'annoncer. C'est là où on va voir quand on annonce sur les réseaux sociaux, on va toujours voir s'il y a un impact ou pas. Et donc, pour le moment, on a toujours eu la chance d'avoir des invités intéressants qui sont super accessibles et super sympas. Cette année, on aura, comme dit, Frigiel, donc plus spécial Minecraft. On aura Kayane, donc Versus Fighting, qui est déjà venue plusieurs fois. Elle était venue à la 2e édition de Start to Play. Ok. Elle n'était pas revenue depuis 2016 à Start to Play. On aura Dina, Just Dance, du coup, donc elle vient pratiquement chaque année et elle a sa commu aussi. On aura Conquerax, du coup, spécialiste, donc YouTuber spécialiste rétro gaming. C'est la première fois qu'il vient à Start to Play et lui typiquement tu vois c'est quelqu'un qui est hyper accessible mais qui commence à exploser sur il a plus de 300 000 abonnés sur YouTube, il commence déjà à prendre une belle commu, il a une belle commu et donc du coup c'était un peu aussi il n'est pas forcément encore connu par tout le monde mais il commence à bien monter donc des fois il faut aussi trouver le bon se positionner sur la bonne personne, le compromis, et donc voilà, donc c'est un peu ça aussi le challenge chaque année. En fait, c'est vrai que du coup, je pense que c'est important aussi, nous l'avantage au bout de quelques années, c'est que l'événement se fait connaître, donc ils se connaissent tous. On dirait dans le milieu du gaming, là, les invités ils se connaissent tous, donc t'inquiète pas qu'ils parlent entre eux. Donc, je pense que moi, ce qui est important, c'est aussi l'accueil de l'invité. Il faut le mettre bien. Il faut pas rogner sur le train, sur l'hôtel, sur la restauration. Moi, j'ai toujours quelqu'un qui gère les invités, donc qui va les suivre pour le moindre truc, s'ils ont une question, s'ils veulent faire quelque chose. Qui propose aussi des choses et qui les rôde. Ils ont un espace VIP où ils peuvent se poser au calme aussi. Parce que là, il y a des invités qui m'ont raconté des choses, comment ils ont été accueillis sur certains événements. Tu fais, c'est des trucs qu'il faut pas faire parce que c'est clair que ils en parlent. À d'autres événements, ils disent là-bas j'ai été accueilli comme ça, c'était n'importe quoi. Je suis arrivé avec mon train, personne n'était venu m'accueillir, ils n'avaient même pas réservé l'hôtel. C'est clair que ça, t'es grillé derrière, quoi. Donc je pense c'est hyper important de les mettre dans de bonnes conditions et ça se sentira sur l'événement aussi. S'ils sont dans les bonnes conditions, ils vont être plus contents d'être sur l'événement, ils vont être beaucoup plus ouverts et ça se joue à fond. Et après forcément, comme dit, il y a un effet boule de neige où ils se connaissent tous entre eux. T'es déjà venu à Strasbourg, ah oui mais Start to Play je connais bien, c'est cool, vas-y tu peux y aller les yeux fermés. Après effectivement les autres c'est tu leur présentes le festival, s'il y a déjà des noms qui sont venus, ils disent il y a déjà Marcus qui est venu, il y a déjà Banzai qui sont venus, du coup s'ils sont déjà venus c'est que c'était pas mal. C'est que c'était pas mal, donc ça joue aussi ça joue à notre faveur, on va dire quoi. Et après il y a des fois des invités qui sont c'est aussi une partie intéressante, c'est des fois les partenaires qui les activent en fait. Donc effectivement il y a des partenaires qui ont des joueurs ou des guest gaming qui sont un peu sponsorisés par la marque et du coup c'est eux qui l'activent en fait. Donc ça c'est déjà arrivé, c'est arrivé, pierre de coude. Ça arrive cette année aussi, Kayane vient grâce à Orange aussi cette année et ça c'est un bon avantage pour nous, c'est intéressant et du coup effectivement c'est plus facile. Ok, super intéressant. Je vois que le temps file. Ce que je te propose c'est de passer à la dernière partie de l'interview avec des questions sur lesquelles il faut répondre de façon assez rapide, de façon succincte. Et la question piège. Question piège peut-être au milieu, non, on n'est pas comme ça. La première chose, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup toujours, c'est toi en tant qu'organisateur d'événements, quel est aujourd'hui l'événement qui te fait un petit peu autre que Start to Play, qui te fait un petit peu rêver et où tu te dis, toi, que tu aimerais bien pouvoir l'organiser personnellement? Alors, en plus grande ampleur, où je n'organiserai pas, parce que c'est une pression de fou, mais c'est des événements comme la Gamescom, où tout ça, c'est un rêve, parce que tu as des stands de malades, tu as une organisation de fou derrière, mais ça, c'est une entreprise derrière, c'est une machine de guerre. Mais ça m'impressionne toujours, ce genre de conventions qui sont énormes, où tu dis, mais derrière, il y a un boulot monstre, bon, il y a des dizaines de personnes qui bossent dessus, de toute façon. Donc ça m'impressionne toujours, et je prends toujours autant mon pied à aller voir ce genre de choses. Et les stands, moi, ce que j'aime bien, c'est le côté scénographique aussi.
Ça, c'est un truc qui... c'est vrai que quand je bosse un peu dans le monde du spectacle aussi, du coup, le côté scénographie, c'est un truc qui m'impressionne toujours. Donc, quand tu vois des centres comme sur Gamescom ou par Games Week qui sont hyper scénarisés, tu fais là, c'est... Un jour, si je pouvais avoir un événement où j'accueille ce genre de truc, ce serait génial. Après, à plus à taille humaine, on va dire, dans la région, il y a un événement que j'ai beaucoup aimé, c'est à Bâle. C'est la Fantasy Bâle. Ok. Fantasy Basel, et qui est convention culture geek, mais qui a aussi une bonne partie gaming aussi, hein, et qui est énorme. Super. Est-ce que tu as un conseil que tu aurais aimé avoir ou aimé recevoir au tout début quand tu as lancé la première édition de Start to Play? Ah, c'est peut-être ça la question piège. Un conseil... Ou quelque chose, une connaissance que tu n'avais pas et que tu aurais aimé avoir à ce moment-là? C'est que du coup, je réfléchis en même temps, ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu rencontrer comme problématique. Peut-être mieux former comment chercher les partenaires. Effectivement, c'est vrai que c'est une partie qui était, comme je disais avant, chercher les partenaires ou la subvention, c'est pas si facile que ça. Okay. On t'explique très peu. On te file des dossiers à remplir et débrouille-toi avec. Et c'est vrai que c'est des fois un peu compliqué. Et ça, dans les assos, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui savent faire que ça, de chercher de la subvention. Là-dessus, moi, j'ai découvert. Donc, j'ai essayé. Alors, l'avantage, effectivement, je suis entouré d'amis qui ont aussi d'autres événements, donc qui m'ont un peu aussi aidé comment en faire. Et après, tu comprends comment les rouages du truc. Mais c'est vrai que cette partie-là n'est pas facile. La partie subvention. Après, aujourd'hui, un événement sans subvention, c'est le rêve de beaucoup. Si on est autonome sans subvention, c'est cool, mais on en a besoin. Je veux dire, un événement comme Start to Play, c'est un très gros budget. Les subventions, c'est pratiquement un tiers. Donc, il faut aller les chercher, mais c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup de temps aussi. Okay. Et c'est des gros dossiers à remplir souvent, quoi. Bon. Donc ça, c'est le conseil que tu aurais aimé avoir. Maintenant, oui, ou en tout cas l'aide que tu aurais aimé avoir. Ouais, c'est ça. Du coup, effectivement, l'aide. Peut-être l'aide. Si je te pose la question inverse, si tu pouvais donner un conseil à ceux qui nous écoutent et qui veulent se lancer ou qui veulent organiser un événement, ce serait quoi? Bien s'entourer. Okay. Je pense que c'est bien d'avoir une équipe autour de toi. C'est pas un one-man show. Hein. Ouais, c'est ça. Il faut avoir une équipe autour de soi rien que pour échanger. Parce que c'est vrai que du coup, toi, tu peux peut-être penser à des choses, mais des fois, c'est pas forcément la bonne façon de voir les choses, ou tu es peut-être dans le guidon, et des fois, c'est bien d'échanger, de dire, tiens, tu vois ça comment, ou comment on peut faire ça. Donc, ce qui est clairement un concept d'une association, c'est ça. Hein. Du coup, tu montes une association, normalement, c'est ce minimum quand tu montes une assoce. Et une assoce, le but, c'est ça. C'est le mot associatif, ça veut dire ce que ça veut dire. Du coup, c'est de pouvoir monter un événement à plusieurs et être entouré. Et après, le conseil, c'est des fois aussi sortir un peu de ces comment dire, de ce que tu aimes, en fait, parce que du coup, sa zone de confort. Ouais, sa zone de confort. Ok, moi j'aime le rétro gaming, mais je vais pas faire que du rétro gaming sur mon festival, parce que sinon, alors bon, moi j'aime tout ce qui est dans le jeu vidéo, donc c'est pas un problème. Mais des fois, effectivement, il y a des choses qui m'intéressent moins, mais qui sont peut-être intéressantes pour le public. Donc il faut se dire, tiens, il faut quand même que je m'ouvre, et peut-être là dans ce cas poser des questions ou être conseillé par quelqu'un, dire oui, effectivement, il faut que tu te positionnes là-dessus. Ou voilà, je pense qu'il faut pas hésiter à poser des questions. Je pense qu'il faut pas hésiter à aller voir les gens, à rencontrer du monde. Tu sais, moi j'ai des fois des gens qui me contactent en direct, dire tiens, moi j'organise un festival là, comment tu as fait ça? Ou des fois ils me posent des questions en direct que je connais pas, hein, du coup sur Twitter, ils t'envoient un petit message en me disant ouais, moi j'ai ce projet là, est-ce que ça le fait, ou est-ce que tu peux me conseiller, ou juste des trucs comme ça. C'est déjà arrivé, quoi. Donc et ça, je pense qu'il faut pas s'en priver, quoi. Je veux dire, faut pas hésiter à aller contacter les gens, et voilà, je pense qu'on peut s'entraider, hein. Je veux dire, il y a pas d'histoire de concurrence. Ouais, ça reste une communauté. Hein. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est dans ce sens-là. Moi, je le vois comme ça, quoi, en tout cas. Ok. Et en tant qu'organisateur d'événements, est-ce que tu peux, toi, personnellement, profiter un petit peu des guests qui viennent? Est-ce que tu les rencontres oui, un peu plus? Il faut. Non, il faut se prendre un peu le temps, effectivement, aussi. Alors, moi, c'est pas que... Là, ça revient à la question d'avant, le côté accueil. Pour moi, c'est important. C'est moi qui a dealé aussi en amont, hein, la venue de l'invité. Donc, c'est moi qui ai essayé de l'accueillir dès qu'il arrive sur l'événement. Okay. Donc, si je peux être dispo, j'essaie d'être dispo pour pouvoir l'accueillir, pour même faire un tour du festival avec lui tranquillement, quoi. Lui dire, se prendre le temps de boire un verre, de faire le tour du festival, lui présenter le truc. Et après, effectivement, je le lâche avec mon équipe. Et après, effectivement, on se fait toujours un petit repas le soir. Et du coup, là, c'est super sympa parce que du coup, tu le vois d'une autre façon. Ouais.
Tu échanges. Après, il y a des invités, tu as plus ou moins de feeling. Il y en a qui sont plus renfermés. Tu sais que tu pourras pas aller chercher plus loin. Il y en a d'autres où tu vas commencer à discuter pendant des heures et c'est super cool. Et le mec, il commence à te raconter sa vie ou il te raconte des anecdotes. Et là, tu dis, là, tu es en train de vivre un truc que peu de gens peuvent le faire. Et du coup, c'est aussi ça le côté kiff d'être organisateur d'événements, c'est que tu rencontres du beau monde et différemment. Et d'une autre façon que, effectivement, juste dédicace sur le stand, quoi. Ok, super. Et du coup, j'ai une dernière petite question pour toi. Est-ce que tu as une personne de la scène gaming alsacienne ou Grand Est que tu imaginerais bien à ta place pour un prochain épisode? Ouh. Tiens, la dernière question, c'est la question piège. Ouais, c'est celle-là, en fait, finalement. Qui prendrait le relais, tu veux dire, par exemple, ou qui nous... ou que tu aimerais bien entendre sur le podcast? Après, c'est que du coup, dans le milieu du gaming à Strasbourg, c'est qu'ils sont pourraient être tous présents sur Start2Play aussi, sur les acteurs de la région. Après, si je pouvais en citer qu'un, je pourrais dire Nishan. Nishan Cyberhood, qui est du coup qui a été invité cette année, mais qui a été speaker sur notre festival depuis plusieurs années. C'est un peu le monsieur versus fighting de la région. Il est connu pour ça. C'est un grand passionné de jeux vidéo. Et donc il y a un côté un peu e-sport aussi. Alors, il avait fait plus de compétition, mais il a connu ça. C'est un compétiteur de sang dans l'âme. Même s'il joue contre une personne pour le plaisir, tu le sentiras toujours dans le côté compétition. Faut pas le mettre en face de KNA, quoi. Ah il attend que ça. Non, voilà, c'est Monsieur pour moi c'est Monsieur versus Fighting. Donc c'est un peu une commu encore différente, effectivement, qui est intéressante. Il a plein de choses à raconter aussi. C'est un bon gars et c'est un bon pote aussi. Et il est sur Start2Play chaque année. Donc je pense qu'effectivement Nishan pourrait être un invité qui pourrait reprendre derrière sans problème, quoi. On regardera ça si Nishan a envie de passer dans le podcast. Super. Merci beaucoup. En tout cas, on arrive sur la fin de cet entretien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation dans Génération Gaming. Et on a hâte d'être à Start2Play. On rappelle juste la date. Donc 27 et 28 août 2022 au CCI Campus à Strasbourg. Voilà. Donc on a hâte de venir à Start2Play. Et à très bientôt pour un prochain épisode. Merci. Merci Mathieu.